Ce qui distingue les figures marquantes de notre histoire, c'est leur capacité à prendre des décisions qui transforment le cours des choses, à faire des choix décisifs qui impactent le collectif. Dans Le Jour où, nous échangeons autour de ces instants clés, ces moments où une vision individuelle devient une action concrète, porteuse de changement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Myriam Maestroni, une femme engagée, spécialiste de la transition énergétique et du développement durable. Bonjour Myriam. Bonjour, Camille. Alors, une carrière, on peut le dire, impressionnante dans le secteur de l'énergie, notamment en tant que PDG de Primagaz France. Vous avez également fondé Économie d'énergie, une entreprise pionnière dans l'accompagnement de la transition énergétique. Actuellement, vous êtes la présidente fondatrice du think tank E5T. Vous êtes dédiée aux enjeux climatiques et énergétiques et vous êtes membre de plusieurs conseils d'administration d'entreprises innovantes dans le secteur de l'énergie. Alors, y a-t-il un moment clé dans votre carrière où vous avez pris conscience que l'énergie et la transition écologique allaient devenir votre combat? Oui, tout à fait. Je crois que je suis née avec l'idée qu'il fallait que je travaille dans quelque chose de très ancien, qui était au cœur de la société moderne. Et ça a été le pétrole. En 91, je me retrouve à chercher mon premier job après mon MBA. Vous aviez quel âge? J'avais 23 ans et demi et je me retrouve à chercher mon premier et donc je deviens, voilà, un peu chargée, de mission et contrôleur de gestion. Au bout de 6 mois, mon président me dit: «Écoutez, vous allez prendre la direction de d'INEF», c'était une boîte dans le pétrole, en Au bout de Espagne. 6 mois? Au bout de 6 mois et je lui dis: «Mais, j'ai peur» et il me répond: «Bah, si vous n'avez pas peur, vous serez inconsciente» et me voilà nommée DG à 24 ans d'une entreprise dans le pétrole où on importait des produits raffinés, des diesels, de l'essence, en train de construire un terminal d'importation dans le port de Barcelone et à vivre face à un retard. À cette époque, on avait des grands écrans à surveiller le cours du pétrole, des matières premières, du dollar et je travaillais vraiment énormément. Vous étiez combien? On était à cette époque-là une trentaine de personnes et la société a très vite grandi puisque l'Espagne, à cette époque, s'ouvrait et venait de rentrer dans l'Union européenne quelques années plus tôt et ouvrait ses marchés à la concurrence puisque tout était sous monopole. Et donc la société grandissait très très vite et c'était des milliards de pesetas puisqu'on était Eh avant oui. 2000, pardon. Et voilà, je devais tout apprendre et je crois que mon meilleur ami, c'était mon avocat parce que je faisais évidemment que des bêtises, j'entendais rien. Donc je lisais énormément, je pense que je devais lire, 3 livres de management par semaine. Je voyageais beaucoup entre Barcelone et Madrid, j'achetais, les bouquins, j'arrivais à Madrid, j'avais fini, et donc j'ai rencontré des gens extraordinaires parce que quand j'avais la chance de tomber sur un livre vraiment qui me plaisait, j'arrivais à Madrid, je disais à mon assistante: «Appelez-moi ce monsieur», et donc ça m'a ouvert beaucoup de contacts avec les universitaires parce que, D'accord. évidemment, j'avais besoin de savoir plus. Et est-ce qu'il y a un moment clé quand vous avez commencé votre carrière justement dans le pétrole, vous vous êtes dit: «OK, le pétrole, c'est pour moi, c'est là-dedans que je vais faire ma carrière» ou pas du tout? Ou ça Oui. vous a posé une question, ça vous a posé un problème quelque part? Pas du tout, parce qu'en fait, on analyse avec les yeux d'aujourd'hui, Mmh. mais dans les années 90, vraiment, on était loin de savoir ce qui allait se passer avec le climat. Et d'ailleurs, j'ai pris pour habitude de dire: «On fait le mieux que l'on peut en fonction des choses que l'on sait», ce qui Mmh. m'est un encouragement permanent à comprendre ce qui arrive et les nouvelles connaissances. Et donc pour moi, c'était une évidence que je contribuais au bien du monde parce que je me disais: «Bah, nous, en Europe, on a vraiment besoin d'énergie». D'ailleurs, les faits actuels ne le démentent pas et on n'en a pas. Et donc pouvoir importer de l'énergie, la distribuer, donner accès à l'énergie, à cette époque, on parlait de, garantir la sécurité et la diversité des approvisionnements. Donc pour moi, c'était clair, j'avais pas le moindre doute et ce que l'on me racontait à cette époque-là et dans les formations très sérieuses, on me disait: «Le 20e siècle, le siècle du pétrole, Mmh. le 21e siècle sera celui du gaz». Donc ma carrière était vraiment toute tracée. Je me disais: «Après le pétrole, j'irai vers le gaz», Eh clair. oui, ce qui est assez, c'est ce que vous avez fait finalement. C'est ce que j'ai fait. Et qu'est-ce qui vous a orienté dans ce secteur d'activité à part ça? Parce que, Quel choix? en Pourquoi? fait, je crois qu'on a oublié de voir ce qui était important pour nous et le progrès, ce qu'on appelle le progrès, la société moderne, c'est l'énergie.
on se voit, on s'entend, on est diffusé, j'ai pu venir ici Mmh. parce que tout est énergie. On a besoin d'énergie pour se déplacer. Donc, sans énergie, on retourne à une époque où on ne peut pas bouger, où on ne peut pas se chauffer, où on ne peut pas communiquer. Donc, en fait, l'énergie, c'est vraiment le carburant du progrès, de l'évolution de ce que vit l'être humain aujourd'hui. Et c'est plus aujourd'hui le cas que jamais, même si on parle plus d'énergie électrique, d'électrification de l'économie. Donc, pour moi, je ferai vraiment au bien de ce monde. Est-ce que vous aviez déjà ça en tête à 24 ans ou c'est avec les années que vous vous êtes dit ça? Non, ce que j'avais en tête, c'était que je voulais travailler à quelque chose d'important et d'utile pour le monde et que j'avais pas envie de travailler dans une multinationale. Je me disais: «Il faut travailler dans une boîte un peu plus petite, sinon on est un numéro» mais pas poussiéreuse. Et donc j'ai eu la chance de rencontrer cet indépendant pétrolier qui existe toujours dans le sud de la France. Et comment vous l'avez rencontré? Comment ça s'est passé? Ah, j'ai cherché, j'étais vraiment je veux travailler pour un indépendant pétrolier, c'était vraiment mon truc, quoi. C'est Je fou. trouvais j'étais Et comment fascinée. et comment vous avez eu cette idée de travailler pour un indépendant pétrolier? Donc j'imagine que vous avez fait des études dans l'énergie, mais pourquoi le pétrole et pourquoi l'indépendant pétrolier? Pourquoi vous êtes allé à la recherche de ça? Bah, en fait, j'avais pas du tout fait des études d'ingénieur, j'ai fait de la finance, des MBA et cetera et j'avais envie de quelque chose d'assez international. Donc là, on est au cœur des échanges Tout à internationaux, fait. ça représentait plus de 60 des échanges internationaux, par le transport maritime et cetera et donc je me disais: «Je vais travailler dans l'eau ou dans le pétrole ou dans quelque chose de très ancien qui est en lien avec la terre» et comme c'était pas une multinationale, eh ben, je voyais les stations-service, d'INEF, voilà. J'ai rencontré le président de cette société. Il y a eu un fit tout de suite. Et comment s'est passée votre première rencontre d'ailleurs? Bah, c'était assez marrant parce que la première fois, je voulais un stage et il avait refusé de me donner un stage. Et quelques temps plus tard, quand j'ai eu fini mon master, mon MBA, je suis retournée le voir et je lui ai dit, je veux travailler. Mais comme j'étais épuisée parce que ça avait été un rythme de fou, j'avais terminé genre le 3 juillet et je lui disais, je ne vais pas recommencer avant le 1er septembre, moi. Et il me dit, vous commencez le 15 juillet. Donc, je suis partie une semaine en vacances au Canada, dans un ashram, et je recommençais une semaine plus tard à fond, voilà. Et là, il y a J'imagine que toute l'ashram vous l'aventure a espagnole. aidé à être en pleine forme pour démarrer? Oh, j'ai toujours, dans ma vie, eu beaucoup de liens avec la spiritualité. Malheureusement, j'ai perdu mon petit frère, enfant. C'est quelque chose dont je parle peu, mais voilà, depuis quelque temps, j'arrive à mieux l'exprimer. Et donc, voilà, j'ai toujours été dans ce lien. Comment diable accepter de mourir quand on est des êtres humains vivants? Tout à fait, je comprends parfaitement. Vous auriez un exemple d'événement marquant qui a changé votre regard sur la nécessité justement d'innover dans le secteur de l'énergie? Oui, donc quand j'ai quitté le pétrole, parce que j'ai aidé mon président à vendre la société, j'ai accompagné pendant un an, l'acheteur qui était à Jeep, donc j'ai encore plus approfondi mes connaissances dans le pétrole et là, je me suis dit: «Je vais aller dans le gaz» et j'ai commencé à envoyer des CV et donc Primagaz me recrute le patron de Primagaz sur un banc d'aéroport me recrute et me dit, Sur un banc sur un d'aéroport? banc d'aéroport, c'est Mais très comment drôle. ça s'est passé? Pourquoi? Parce que j'avais rencontré plusieurs personnes et apparemment le président qui avait jamais embauché de sa vie une femme s'est dit: «Je veux quand même la voir» et revenait d'un voyage et donc il m'attendait sur un banc d'aéroport à Barcelone. Je me fais cueillir à la sortie de l'aéroport puisqu'on avait dû expliquer que je revenais de voyage et là, je vois un monsieur sur un banc, il me dit: «Asseyez-vous, voilà, je suis le président». Voilà et donc ça s'est fait comme ça et j'ai démarré, sous mon parasol, j'ai demandé un titre d'opérateur donc voilà, ça s'est fait très vite et j'ai démarré Primagaz de zéro en Espagne. J'ai reconstruit à nouveau un terminal d'importation sur le port de Barcelone qui existe toujours. J'ai dit: «Bon, on va l'appeler Koala Gaz avec un K comme un koala parce que c'est compagnie Ambassadamiento donc et donc ils se sont dit: «Bon, elle a l'air un peu bizarre» parce que j'étais là pendant 15 ans la seule femme au top 100 et donc quand on démarre là-dedans, ils me disent: «Pour démarrer, vous n'allez pas démarrer complètement de zéro, on va acheter une société dans les gaz réfrigérants. Vous allez voir, c'est rentable, c'est une activité qu'on a par ailleurs». Comme j'ai toujours beaucoup de bol, c'est le moment où on découvre le trou dans la couche d'ozone. Ah Donc mince, là, je me dis: «Mince, ça voilà, je tombe commence mal. à comprendre, qu'il y a un problème, d'externalité». Je ne Mmh. connaissais pas du tout ça. Je commence à m'intéresser au protocole de Kyoto, au GIEC Ouais. et je vois qu'on a, des problèmes de pollution et cetera. Donc là, j'ai commencé à vraiment, comprendre, Les qu'il y enjeux. avait des enjeux et donc à me dire: «Bah, voilà, c'est super». Dupont de Nemours, à cette époque-là, proposait des gaz, qu'on appelait des HCFC, qui étaient des produits de génération intermédiaire avant d'arriver aux HFC
Et là, je m'aperçois qu'en fait, la réglementation, c'est une catastrophe. On avait du CFC qui rentrait de Chine, on ne passait pas du tout à ces produits de génération intermédiaire. Donc, j'ai eu un problème de business à régler avec ce sujet d'environnement. Mmh. Et c'est là où j'ai commencé à prendre conscience du sujet. Bah, justement, selon vous, l'idée reçue la plus tenace sur la transition écologique, c'est laquelle? Ben, c'est d'avoir peur. Récemment, on a cofinancé avec E5T, donc qui est notre Mmh. Think Education Tank. E5T, ça veut dire énergie au pluriel, efficacité énergétique, environnement, économie et territoire. Je l'ai créé en 2011. Il y a combien de personnes à peu près sur Il ce y a une think tank? douzaine de personnes entre les permanents et ceux qui accompagnent l'aventure, mais aujourd'hui, E5T, c'est peut-être plus d'un millier d'experts Ouais, j'imagine. dans tous les sujets. Et donc récemment, on a cofinancé une étude avec l'ADEME et avec l'Observatoire de Mmh. l'éco-anxiété, Pierre-Éric Sutter, que je connais depuis très longtemps puisque j'avais rencontré lorsque j'ai écrit mon premier livre sur intelligence émotionnelle, service et croissance. L'ADEME, c'est l'agence de l'énergie, hein, Voilà. Et donc, de la on a transition on a énergétique. cofinancé cette étude sur l'éco-anxiété parce que, mais c'est pas possible. Ah, Où que je regarde sur Internet, dans les journaux, on voit que plus de 60-70% mmh, des jeunes sont atteints par ce phénomène d'éco-anxiété. Et je me dis, mais de quoi il s'agit? Et surtout, est-ce que c'est une émotion ressource que d'être anxieux et d'avoir peur? Est-ce que ça peut faciliter l'action? Pour moi, la réponse est clairement non. Et donc, voilà, je pense qu'un des premiers sujets pour répondre à votre question, un des premiers enjeux face à la transition nécessaire, c'est de ne pas avoir peur et de savoir voir, comme le ferait le mmh. Chinois, dans toute crise, une opportunité, et donc de lâcher la peur pour voir ce monde nouveau qui se profile, qu'on appelle chez nous le nouveau paradigme éco-énergétique ou éco-énergético-climatique, où le monde que l'on a connu depuis la révolution industrielle ne sera plus, puisqu'on doit vraiment renoncer aux énergies fossiles, au pétrole, au charbon, au gaz, pour aller vers ce nouveau paradigme Puis vous êtes éco-énergétique. la personne idéale pour en parler, puisque vous connaissez quand même par cœur, que ça soit le pétrole ou le gaz. Justement, on va revenir un peu sur votre parcours professionnel. Donc, une vingtaine d'années dans l'industrie pétrolière et gazière, en tant que PDG de Primagaz France. Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder Économie d'énergie en 2011? Eh bien, lorsque j'ai quitté l'Espagne, je suis partie aux Pays-Bas. J'ai voyagé dans le monde entier. Je me suis rendu compte que les pays qui voyaient leur PIB évoluer dépensaient de plus en plus d'énergie. Donc, j'ai visité toutes sortes de pays où je reviendrai même peut-être pas aujourd'hui, le Venezuela, le Pakistan, que sais-je, et la Chine, l'Inde. Et donc, quand on me dit à un moment, écoute, tu vas prendre la responsabilité, la direction commerciale et marketing de la France, de Primagaz France, tout va bien, sauf que on perd plus de clients qu'on en crée. Moi qui avais deux fois d'affilée créé une boîte où je comptais mes clients, j'avais même acheté une cloche pour compter les clients. C'est pas un petit problème. Comme j'avais jamais travaillé en France, je me dis ça c'est un truc des Français, Ouais. c'est les 35 heures, je vais remettre tout le monde au boulot, ils n'ont pas su adapter leur agenda. Et très vite, je me suis aperçue que ce n'était pas du tout le cas. Et qu'en fait, le marché était en train de changer puisqu'on parlait aux gens, aux Mmh. consommateurs, aux clients du prix de l'énergie, mais eux, ce qui leur importe le plus, et c'est toujours le cas, c'est le budget énergie, Ouais, tout à combien fait. je dois dédier d'argent à ma facture énergie. Et donc, là, en 2004, j'ai dit, on va aider nos clients à consommer moins. Alors aujourd'hui, c'est une banalité à mourir, mais à l'époque, c'est le pavé dans la mare. N'oubliez pas que je suis la première femme nommée au CODIR d'une boîte qui, depuis plus de 100 ans, vendait du gaz. Donc, plus j'en vends, plus je suis content. Et moi, je dis non, on va aider nos clients à consommer moins. On va inventer le conseil en énergie. Je voulais même le déposer à cette époque-là. Économie d'énergie, donc. Voilà. Oui, c'était. Est-ce Voilà. que c'est une start-up? C'est une start-up C'est une économie? start-up parce qu'en 2008, j'ai dit, comme la loi a obligé les énergéticiens à aider leurs clients à consommer, moi je me suis dit, d'un côté c'est pas mal parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul trop longtemps, d'un autre côté, ma super idée, tout le monde va la voir. Et donc j'ai créé un web, le premier Ouais. site internet qui s'appelait www.economieenergie.fr. Et en 2011, classiquement arrive ce qui arrive à beaucoup de gens, j'arrive à mon plafond de verre avec un chef, j'espère jamais le revoir dans cette vie-là. À ce point-là? Ah oui, oui, là, c'était vraiment. Et donc, ça a pris un an, pas de psychanalyse, mais d'un cours à l'INSEAD sur Challenge of Leadership, parce qu'il m'a dit, you are unconventional. Donc, ça m'a vraiment beaucoup perturbé. Et donc, je dis, bon, on est arrivé au bout, je quitte. Ouais.
Et là, j'ai une poignée de collaborateurs qui me dit, mais nous, on veut continuer, c'est super. Et donc, j'ai proposé de sortir Économie d'énergie, où on était 8, il n'y avait pas de business model en 2011. Et donc, j'ai créé la société homonyme. Et en fait, ça a été un gros scale-up, hein, donc, Bah ouais. Et qu'est-ce qui ont été justement les principaux défis, à part ce patron qui vous a permis finalement de la créer, cette start-up? exactement. Je pense que parfois, on pense qu'il y a des gens horribles dans cette vie, qu'on devrait les remercier parce que ça, le Et coup de pied ouais, aux fesses qu'ils nous donnent, ben, on serait toujours à la même place, qui était assez confortable. Et je dois dire que ça a été un grand mois parce que, vous voyez, entre-temps, donc, j'étais devenue directeur général de Primagaz, j'avais ma voiture de fonction, mon chauffeur, j'étais bien payée. Et oui, du jour au lendemain, je me retrouve start-upper à ouvrir la porte d'un bureau, à dire: «Ah super, c'est mes bureaux» et dans la minute qui suit, oh là là, j'ai des salaires et des loyers à ah payer et bah tout oui, ça ça en change. nuit. Donc c'était assez flippant et Il faut être bien accompagné dans ces cas-là. oui, puis il faut pas être stressé, hein. Je redéconseille de créer une start-up si on est un grand stressé parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et donc en fait, on a eu beaucoup de chance aussi et cette société a été un énorme Ah bah vous scale-up. êtes passé de 8 à 350 employés quand même. Voilà, et de 0 à 150 millions d'euros. Ouais, Et c'est en quand même fait, mais je l'ai énorme. fait, je ne savais pas évidemment, quand on le fait, on ne le sait pas, ça Non. c'est plus facile de raconter l'histoire quand elle est arrivée. Mais je l'ai fait parce que je croyais vraiment qu'on ne pouvait pas continuer à prendre les consommateurs, les clients Ouais. en otage de, ben voilà, hein, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, on te vend de l'énergie, sois bien content qu'on t'amène de l'énergie. Et je pensais qu'il fallait redonner ce pouvoir à chacun d'entre nous de dire, ben, je peux gérer ma consommation, je peux économiser, je peux avoir un rapport à l'énergie qui n'est pas juste celui de je dépends de je ne sais qui, ce que confirme la transition énergétique aujourd'hui. Tout à fait, vous l'avez cédé en 2021 au groupe La Poste. D'accord, ça a été dur de se séparer de son bébé? Oui et non. Oui, parce que évidemment, on a une empreinte dans une société que l'on crée. Non, parce que je m'étais beaucoup conditionnée en me disant, déjà, je n'imaginais pas que ça allait devenir aussi grand. Ensuite, je m'étais beaucoup dit, voilà, une société doit vivre au-delà de son dirigeant. Moi, j'ai quand même dirigé Primagaz pendant plusieurs années. Et c'est une boîte centenaire, ce qui m'a amené à Ouais, réfléchir aux entreprises centenaires. Une entreprise centenaire, par définition, va au-delà de la vie de son dirigeant. tout à fait. Et j'aime cette idée que l'entreprise survive aux Survivre. dirigeants. Et donc, pour moi, ça fait partie de l'histoire d'une entreprise que de penser à sa succession ou de penser que cette entreprise vivra pour d'autres. Ce qui est le cas aujourd'hui, d'ailleurs, avec le groupe La Poste. Et c'est très bien comme ça. Donc, j'avais travaillé sur cette idée. Et vous avez eu des résistances, que vous avez rencontré des résistances quand vous avez, pendant cette époque d'économie d'énergie? Mais plein. En fait, quand on voit le succès extérieurement, on se dit, voilà, c'est une ligne droite de A Ah à bah B, non. elle a eu de la chance. Mais il y a plein de points de déprime sur le chemin. Il y a des moments, à un moment, j'ai dû vendre mon appartement, je me suis retrouvée, c'est le truc C'est que intéressant j'avais parce que acheté je avec pense que mes... pour les Avec, entrepreneurs qui nous regardent, mais justement, oui. ils ont besoin de savoir que c'est pas simple, que c'est pas évident et Non, que c'est pas c'est linéaire. très difficile et on ne connaît pas l'histoire parce qu'on l'écrit. Donc, je me retrouve dans un appartement horrible tous les matins. Je me disais: «Ah, mais mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça? C'est épouvantable!» Je disais à mon mari: «Ah!» Bon, entre-temps, je me suis mariée, ce que je n'aurais peut-être pas fait si j'étais restée chez Primagaz. Et il y a des moments où financièrement, on est vraiment dans des moments de stress importants. Et puis, on continue à se battre parce qu'on dit if I can't, I must. Donc, il y a un côté très focalisé sur le fait qu'on a une responsabilité sur un groupe de gens qui nous ont Tout à fait fait. confiance, sur des collaborateurs avec qui il y a un rapport évidemment important, Mmh. fort. Tout à fait. Vous êtes aussi la présidente fondatrice de la fondation donc E5T, un think tank dédié à la transition énergétique. Quelles sont les missions principales, en tant que fondation et comment contribue-t-elle à promouvoir l'avenir de l'énergie durable? Alors c'est large parce que ça veut dire énergie, efficacité énergétique, environnement, économie Ouais, et les territoire. 5. J'aimerais bien arriver à européen puisque ma prochaine étape, Donc ça ferait 6. serait E6T, E6T. mais on gardera E5T Europe. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé avec quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est plus de ce monde malheureusement, Jean-Marie Chevalier, avec qui je disais, bah, ce qu'on nous a appris sur le pétrole, le gaz, c'est plus vrai. À partir de 2005, il y a vraiment un tipping point, un point de bascule entre l'avant et l'après, avec le film d'Al Gore, où il y a une prise de Ah, conscience on va en parler. brutale à l'échelle planétaire Je du crois que fait. ça il vous a vraiment retourné ce film. Il vous a vraiment Non, vous moi avez j'étais pris convaincue conscience. d'avant. Par contre, on a vu le monde comprendre le problème du D'accord. changement climatique. Vraiment génial. Et donc là, du jour au lendemain,
on dit: «Beh, il se passera plein de trucs, c'est pas du tout ce qu'on nous avait décrit et il se passera vraiment plein de choses» et moi, j'avais beaucoup travaillé avec lui parce qu'à l'époque, évidemment, on se disait: «Mais c'est une hérétique, elle est complètement folle dingue, comment elle peut nous parler d'économie d'énergie? Elle est à l'envers de tous les modèles» et donc je disais à Jean-Marie: «Écoute, on verra ce qui se passe». Parce qu'il me dit: «C'est dommage, on verra pas ce qui se passe». Je dis: «Si, on trouvera» et donc je me suis dit quand j'ai quitté, Primagaz, je vais réunir mes copains avec qui j'ai fait ce chemin sur le conseil énergie. J'avais rencontré évidemment beaucoup de gens qui étaient dans cette idée de transition et on se réunira, on repartira sur les bancs de l'école à La Rochelle. Donc vraiment, c'était dans l'amphi où les étudiants, quelques jours plus tard, reprenaient leur année et on mangera des cacahuètes, on verra. Les fonds de dotation venaient d'apparaître, donc j'ai créé ce fonds de dotation à cette époque-là. Et depuis, eh ben, ça a beaucoup grandi et les missions sont, eh ben, depuis le début, hein, identifier les solutions qui contribuent à la transition énergétique et aujourd'hui agroclimatique, puisque c'est extrêmement important. C'est les mettre en lumière, d'où qu'elles viennent, ces initiatives de petites entreprises, de start-up, de PME, de TI, de grandes entreprises, des pouvoirs publics, des ONG. Et donc, on a des événements qui les mettent en lumière. Et on a une troisième mission qui est animer un réseau où on a toutes sortes d'actions. Ça peut être des deep dives sur des sujets. Ben là, on va faire quelque chose en l'agroclimatique avec Rodolphe Landemaine, ou avec qui on a écrit un bouquin sur les recettes durables avec le chef Ruben Sarfati. Ça peut être sur la mobilité durable. Ça peut être les institutrices pour le climat en Afrique qui viennent compléter tous nos événements. On va financer des études dont je vous parlais par exemple, des livres, voilà. Et d'après vous, quel rôle joue l'innovation dans la réussite de la transition énergétique? C'est fondamental. C'est En fait, fondamental. le nouveau paradigme éco-énergétique, il y a 4 dimensions. Mhm. La première, c'est qu'on a enfin compris, depuis quelques années, hein, que la croissance pouvait se décorréler de l'utilisation des énergies fossiles parce qu'il y avait plein de solutions différentes. Il y a déjà atterrir les énergies fossiles avec les biocarburants, etc. Toutes les énergies renouvelables, qui évidemment impliquent des solutions de stockage. Quand j'entends aujourd'hui des politiques dire « Ah, mais les énergies renouvelables, c'est intermittent ». Une fois qu'on a dit ça, c'est un peu dire ben, « S'il pleut, on sera mouillé ». Bien sûr, les énergies alternatives, c'est de l'électricité. L'électricité se stocke mal, donc on travaille sur le stockage de l'énergie, l'efficacité énergétique. Et puis, bien sûr, toute la partie agroclimatique qui est la capture de CO2, puisqu'il y a un stock de CO2, pas que du flux, et il va falloir le réduire, ce stock de CO2, soit directement dans l'air, soit en le capturant à la base, puisque vous savez que vos sodas ou votre eau gazeuse, on remet du CO2 dedans, c'est ce qui fait de l'acidité d'ailleurs, le pH inférieur à 7. Et donc c'est ça. La deuxième dimension, c'est prendre en compte les externalités positives et négatives, donc tout ce qui est économie circulaire et générative. La troisième dimension, c'est la décentralisation et les territoires, puisque les problématiques sont très différentes si on est sur un territoire côtier, insulaire. Et puis la quatrième, vraiment clé, c'est l'innovation, qu'elle soit petite ou grande d'ailleurs. Et notre dernière édition a été dédiée à l'innovation, c'était extraordinaire parce qu'on doit même accepter qu'il y a des choses qu'on ne va pas inventer nous, mais qu'on va inventer en coopération avec l'intelligence artificielle. Vous avez été influencé par les rapports du GIEC? Je les lis régulièrement. Ouais. Je les lis. Je pense qu'on peut être lucide et optimiste, d'où le fait que je ne crois pas trop à l'éco-anxiété. Ça demande de l'énergie, mais vous savez, les entrepreneurs s'obligent, apprennent, parce que ça s'apprend, à voir le verre à moitié plein. Et donc ça c'est vraiment être lucide et optimiste. Et ça nous oblige à l'action. Mais les groupes pétroliers vont être obligés de se transformer également. Mais ils se transforment déjà. On ne le voit pas, on ne le voit pas. Enfin, on ne veut pas le voir. Mais déjà, depuis 2006... Mais est-ce que ça ne serait pas se séparer du plastique, par exemple? Aussi, mais ça se fait petit à petit. Alors, en fait, aujourd'hui, les groupes pétroliers, depuis 2006, sont obligés d'aider leurs clients à consommer moins. Moi, je l'ai dit en 2004, mais en 2006, la loi les a obligés. Donc, ils payent pour ça. On a bien sûr l'obligation d'incorporer des biocarburants dans les carburants. Bon, ils ont toute une série de choses. Et puis on voit des grands groupes qui font partie de 5T aujourd'hui, qui travaillent dans les énergies renouvelables, ont énormément investi dans le solaire, dans l'éolien, comme on le voit d'ailleurs en Arabie Saoudite. Récemment, je parlais avec des Saoudiens et on regardait le plan Vision 2030 pour le Royaume. Ils sont en train de développer, alors qu'ils ont du pétrole, les énergies renouvelables et solaires à des prix très compétitifs. Ils s'intéressent aux économies d'énergie
il continue à vendre le pétrole qui est encore plus de 70-75% de ce que l'on utilise. Donc les choses se font lentement parce que c'est très De toute façon, il y a une difficile. transition Il y a une obligatoire. transition, mais bien sûr. Et même si à court terme, on me dit depuis quelques jours, quelques mois, avec le retour des climato-sceptiques, mais tout ça, ce sont des épiphénomènes. Ce qui compte, c'est qu'à 2050, il y a un cap et que beaucoup, beaucoup de pays dans le monde ont déjà pris cette idée de neutralité carbone. Et je rappelle que Donc la les entreprises neutralité... doivent être en 2050 neutralité carbone. Et les pays? Et tous les pays. Et il y a quelques pays qui le sont déjà. Et Quelques pays? Oui, et la neutralité carbone, c'est bien réduire nos émissions Mm. et également s'assurer qu'on absorbe des émissions. C'est pour ça qu'on doit s'intéresser à la transition agroclimatique, prendre soin de tous les puits naturels de carbone, comme le dirait mon ami Christian de Pertuis, des mers qui sont étouffées. On a des zones mortes à cause des 5 continents de plastique il va falloir nettoyer tout ça. Et pourquoi personne ne veut les nettoyer justement? Ça commence. Ça Là, commence. je voyais une société en Thaïlande qui a créé les plastiques, ou en Inde, où ils payent les gens pour ramener du plastique et le retraiter. On arrive même à ressortir de l'huile de pyrolyse, on appelle ça, à partir du plastique qu'on récupère. Ça va venir, ça prend du temps, plus de temps que prévu, mais on arrive aujourd'hui à trouver des produits de substitution. On n'a plus de couverts en plastique en France, on n'a plus de sacs en plastique. C'est vrai. On a des produits avec de l'amidon de pommes de terre ou que sais-je. Il reste quand même beaucoup de plastique. Il en reste beaucoup trop, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas tous au même rythme. Il faut accepter qu'on a des rythmes différents. Mais la voie et l'objectif est là pour tous. Oui, la ligne de conduite est là. Absolument. Très bien, vous êtes membre de divers conseils d'administration, notamment chez McFly et Boost It. Oui, Boost It, on dit. Boost It. Comment ces expériences enrichissent votre perspective sur les défis et les opportunités de la transition énergétique? D'abord, ça a complété mon expérience du management, parce que c'est très différent d'être aux manettes d'une entreprise Et d'être et de au passer dans conseil. un conseil d'administration où on a un peu le nez pas dans le guidon, où on doit penser à plus long terme avec les difficultés que ça peut supposer. McPhy voilà, est un leader dans l'électrolyse, donc la Qu'est-ce que fait production. McPhy exactement comme ça? C'est l'électrolyse, donc c'est la production d'hydrogène vert à partir D'accord. d'eau, puisque jusque-là, on cassait le gaz naturel et chaque fois qu'on produit 1 kilo d'hydrogène, on crée 10 kilos de CO2. Donc l'idée, c'est de récupérer de manière. l'hydrogène sans créer de CO2. Ça prend beaucoup de temps, c'est Ce qu'on compliqué. appelle l'hydrogène vert. L'hydrogène vert, voilà. Avec des énergies renouvelables, puisqu'il y a toutes sortes de couleurs d'hydrogène. On ne va pas faire un cours là-dessus. Non, c'est compliqué, mais j'ai fait une émission là-dessus. déjà. Voilà, eh ben, super. Et donc, il faut l'avoir en parallèle. Et donc, en fait, voilà, aujourd'hui, McPhy a construit une gigafactory. On s'aperçoit que créer des start-up dans l'industrie, c'est très difficile. Donc, on accompagne la société avec un sujet qui est mondial. En Chine, en Inde, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à cet hydrogène, même si en Europe, on n'est pas au rythme où on aimerait être. D'accord, donc pour l'instant, il y a encore des défis, des perspectives et des opportunités. Mais vers la j'accompagne aussi Équateur, qui est un Ah. alternatif sur la distribution d'énergie, d'électricité, de gaz D'accord. vert, autant que faire se peut. C'est eux qui ont sorti cette pub. Qu'est-ce qui est vert? Et Et voilà. être au conseil d'administration de ces sociétés, ça représente quoi comme travail? Qu'est-ce que vous faites pour vous y allez? Vous assistez à des réunions? Comment ça se passe? Ah ben, alors, je donne un cours sur la gouvernance à Sciences Po avec mon camarade Laurent Allard, que j'adore. On forme beaucoup d'administrateurs parce qu'on a vraiment besoin. On a peu de PME en France. On a 150 à 200 000 PME. C'est constant depuis 1980. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Et alors, on a Pourtant, moins de TI. pourtant, on dit que c'est quand même le poumon, le poumon de la France, oui, le mais c'est en poumon même temps le économique. trou noir. Regardez sur la presse, on parle des startups, on parle des grands groupes, mais les PME, les ETI, on en a beaucoup moins que nos voisins. Et pour devenir ETI, en principe, on doit passer par le stade PME. C'est une question de maturité et de développement. Donc, on forme beaucoup d'administrateurs. Et en fait, c'est un métier à part entière parce qu'on doit être, en peu de temps, capable de comprendre les grands enjeux de l'entreprise, essayer d'accompagner les dirigeants. Et puis, faire la différence, il faut qu'évidemment, si on est là et que ça ne fait pas la différence, les challenger, ça ne sert à rien. Donc, ça devient un métier à part entière qui devient obligatoire, puisqu'on parle de l'ESG avec Oui, tout à cette fait. idée de gouvernance. Et je crois que c'est important qu'un dirigeant puisse s'appuyer sur des personnes qui accompagnent la vie de l'entreprise, qui ne sont pas là au quotidien, mais qui sont là quand il y a des problèmes avec qui on peut Un regard discuter, et qui extérieur. régulièrement amène une autre expérience, qui n'est pas le détail du business,
mais des grands enjeux et s'oblige à le regarder. Et On donc, va parler, ouais, on s'aide allez-y. autant les uns que les autres, puisqu'on apprend d'eux, et puis ils Oui, c'est apprennent un du peu de... gagnant-gagnant finalement. Ben, sinon, on ne le ferait pas, parce que c'est les seules raisons. Ça se passe bien vos cours à Sciences Po, c'est plutôt sympa. Est-ce que... Ah ben oui, on a des gens extraordinaires qui sont de toutes sortes de parcours et qui ont envie d'apporter leurs compétences pour que les entreprises aillent Ouais. mieux, et il faut absolument qu'elles de plus en plus. On va parler des défis et des solutions. D'après vous, est-ce que le monde économique et politique avance-t-il assez vite face aux urgences climatiques? Bon, écoutez, il avance plus vite que le monde économique avance plus vite que le monde politique. Ah bah oui, ça c'est sûr. Et ça, c'est extrêmement Et rassurant. qu'est-ce que devraient faire les politiciens justement? Ben, aujourd'hui, on a un peu l'impression qu'on a mis les pièces d'un puzzle dans un sac, pzoum, et on a tout balancé sur la table. Donc, c'est extrêmement compliqué de comprendre des messages articulés. Et dans notre pays, on a quand même pris la fâcheuse manie d'avoir les pour et les contre. Et donc, par exemple, pour toucher un sujet sensible, on parle du nucléaire, obligatoirement, on doit être pour ou contre, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Moi, je n'attends qu'une chose, comme quelle est la part du nucléaire dans le mix électrique, dans le mix énergétique, en France, dans le monde, enfin en Europe. Est-ce que la France peut avoir peut-être sa part plus importante que les autres, puisqu'on a le choix du nucléaire chez nous, et qu'il y ait une articulation? Sauf qu'on n'a jamais fait l'Europe de l'énergie. On a fait l'Europe de l'efficacité énergétique, puisque lors de la guerre en Ukraine, quand on a dit à tout le monde il faut vraiment faire attention à nos consommations, on a baissé de 10, de 15%. Donc moi, je crois à une Europe de l'efficacité énergétique qui va précéder l'Europe de l'énergie, parce qu'aujourd'hui, chacun a sa politique et on le voit. Et donc là, on a un maillon faible qui aujourd'hui fait qu'en Europe, on a une énergie 5 à 7 fois plus chère qu'en Asie ou en Amérique du Nord, et fait plein de choses complètement irrationnelles qui ont été évidemment accélérées par la guerre en Ukraine. Avec l'importation de gaz de fracturation hydraulique ou de pétrole de la fracturation hydraulique dans du fracking aux États-Unis, qui est interdit chez nous, de GNL qui évidemment est 2 fois et demi ou 3 fois plus polluant et 2 ou 3 ou 4 fois plus cher que le GN qui est arrivé par tuyau. Donc on s'est retrouvé dans une situation absurde, et puis on est en retard sur le développement des énergies renouvelables. Et quand on se pose des questions, alors que 3 présidents de la République ont dit on va ramener la part du nucléaire de 75 à 50%, aujourd'hui, au lieu de se poser la question de pourquoi on n'a pas développé, puisqu'on savait que la demande d'électricité allait croître, pourquoi on n'a pas développé les énergies renouvelables, on dit mais qui diable a eu l'idée d'arrêter le nucléaire ou de réduire le nucléaire? Alors, on ne se pose pas les bonnes questions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, personnellement, du nucléaire? Ben, je pense que c'est une énergie qu'on doit regarder au même titre que les autres, qui a des avantages et des inconvénients. Ça n'apportera pas la solution à tous nos problèmes. Et malheureusement, aujourd'hui, le débat est très polarisé parce que c'est une énergie très centralisée. C'est une énergie, ne l'oublions pas, qui a une double vocation militaro-civile. Tout à fait. Et donc, quelque part, bien sûr qu'on doit regarder, on voit tout un écosystème de start-up apporter des solutions précises pour faire de la chaleur haute température, mais on ne peut pas regarder... La transition énergétique, c'est vraiment regarder, avoir une vision holistique. Et donc, on ne peut pas opposer A contre B. On doit vraiment comprendre quelle est la place de chaque chose. C'est ce qu'on travaille dans le think tank. En fait. Et c'est le problème des politiques. C'est ce que ne font pas les hommes politiques actuellement. Exactement. Je crois qu'on est beaucoup sur le court terme, qu'on regarde peu les questions d'investissement et de coûts, et qu'il y a vraiment un travail d'harmonisation à faire, même si on a la stratégie nationale bas carbone qui donne un cap. L'efficacité énergétique est souvent moins médiatisée que la production d'énergie renouvelable. Alors, est-ce que vous savez pourquoi et comment on peut changer ça? C'est un très bon point que vous avez là. Je suis tout à fait d'accord avec ce constat. En fait, on m'a beaucoup posé cette question. Je pense que c'est difficile de donner une valeur à quelque chose que l'on ne consomme pas. Il y a des trucs qui ne rentrent pas dans nos cases, comme on dirait. Ah, mais ça veut dire qu'il y a un problème de marketing derrière, c'est-à-dire qu'on ne sait pas en je crois qu'on parler. explique très mal l'efficacité énergétique. Moi, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Comprendre le mouvement de l'énergie 2.0 » à l'époque, parce que... Est-ce que vous pouvez redire le nom du livre? Vous le dites un petit peu vite. Comprendre le nouveau monde de l'énergie 2.0. Et donc, j'expliquais qu'il y avait 5 leviers d'économie d'énergie. Le premier, c'est de comprendre sa facture, de pouvoir changer d'énergéticien. Le deuxième, c'est nos comportements qu'on a tous appris sur le tas, mais on ne sait pas que si je baisse d'un degré, je peux avoir entre 5 à 8% d'économie. Les travaux de rénovation énergétique, il y a 70% des gens en France qui n'ont pas de DPE. Donc, quand on leur met la pression en leur disant
mais attendez, ça va pas du tout. Si vous êtes en G, en E, en F, vous pourrez plus louer, vous pourrez plus vendre, alors que c'est la première source de patrimoine des Français. Bon, d'ailleurs, ça m'a fait ouvrir une nouvelle boîte, je vous en parle. La Ah! quatrième, c'est la smart energy, c'est-à-dire vraiment pour Mmh. pouvoir utiliser les compteurs intelligents, que ce soit en gaz ou en électricité, pour réduire. Et la cinquième, c'est produire notre énergie, l'autoconsommation qu'on voit. Voilà. Et donc, j'expliquais ça à cette époque. Et en fait, on s'aperçoit que les gens qui parlent d'efficacité énergétique parlent de leurs fenêtres. Donc, le gars qui, justement, va vendre Ouais, des tout à fait. fenêtres, ben, il va nous expliquer que l'efficacité énergétique, c'est ça. Celui qui vend des dispositifs, bon. Donc, on n'a pas une vision globale. Et à nouveau, c'est difficile de donner une valeur à quelque chose que l'on ne consomme pas. Ce n'est Ah pas oui. notre Dans ces cas-là, qu'est-ce paramétrage. qu'il faudrait faire pour avoir une vision globale? Alors là, Qu'est-ce nous, qui permettrait aux Français, à tous les Français d'avoir une vision globale et de comprendre à peu près ce alors, que c'est? nous, on vient de lancer une société avec une associée, Charlotte Aubin, qui elle-même était un entrepreneur, l'ancienne patronne de Morgan Stanley en Europe, qui s'appelle Disco. Ça nous fait mourir de rire. Disco? Disco, c'est une ESCO. Donc, ESCO, c'est une Ouais, Energy Service Company. Nous, d'accord. on a créé la Disco, digitaliser, démocratiser l'efficacité Ah ouais, énergétique c'est Service génial. Company. Donc, c'est Digital Energy Efficiency Service Company. Où, en fait, ben, c'est très simple, il va falloir plugger Mmh. toutes les ressources de l'intelligence artificielle et Mmh. du smart metering, du smart energy, pour pouvoir donner à chaque Français et à chaque Européen la possibilité d'être plus acteur sur ses consommations d'énergie. Voilà ce que je crois, moi, qu'il faut faire, et j'espère que Disco, long life, on verra. Bah, Peut-être écoutez, vous me on vous le souhaite, hein. réinterviewerez sur Disco. Bah, j'espère, j'espère. En plus, le nom me plaît beaucoup. Je trouve ça très mignon. C'est très, C'est fille, ça, ce truc de disco. Puis c'est un côté fun, c'est parce un que côté je crois que fun. quand on monte une boîte, il faut avoir ce côté Tout à enthousiaste, fait. fun. Il faut savoir profiter de ça. Et j'essaye de retrouver cet Et esprit-là. vous m'emmenez sur ma prochaine question, parce que là, on va passer au côté leadership et transmission, parce que je crois que ça vous tient quand même vachement à cœur dans votre carrière. Y a-t-il une rencontre qui vous a particulièrement marqué dans votre parcours? Plein. Ma première rencontre, c'était un monsieur qui était un jésuite, qui a vécu 30 ans en Inde, docteur en philosophie, en théologie, en psychologie, donc c'est très Mmh. marquant. Il me disait, entre autres choses hyper intéressantes, plus on apprend à mourir, plus on apprend à vivre, parce que ça nous rappelle qu'on est mortel. Et que quand on se préoccupe de ce qu'est une vie, eh ben voilà, quelle sera la densité qu'on va y mettre. Et ça nous amène directement au leadership. Parce qu'en fait, ma grand-mère qui est partie à 103 ans disait: «Ah ma fille, tu sais, on apprend tout dans cette vie sauf à vivre». Et effectivement, on apprend la finance, on apprend plein de choses, mais vivre, être heureux, être en bonne harmonie, être courageux, être osé. Comme disait Walt Mmh. Disney, if you can dream it, you can do it. On sait toujours ce qu'on veut pas, on sait jamais trop ce qu'on veut. La C'est tout à qualité des fait vrai. relations, une relation réussie, c'est 1 + 1 = 3. L'autre jour, j'ai expliqué ça à un jeune qui me regardait, il me dit: «Non madame, vous n'êtes pas du tout comme ça, c'est 1 + 1 = 2». Je dis: «Non, non, 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 1 + 1 = 3, réfléchissez à ça». Hegel qui nous disait, Ouais. on en parlait avant l'émission, rien de grand dans le monde s'est fait sans passion. Mmh. Le fait de comprendre qu'on a le choix de la lumière, du beau, du bon, du vrai, auquel nous invitait Platon. Une vie, c'est tellement précieux, le cadeau d'une vie, que quand je vois aujourd'hui la souffrance, les difficultés, je me dis: «Mais comment on peut renouer avec cette spiritualité, ce sens de la vie?» Parce qu'il y a une chose certaine, c'est qu'un jour, on va tous mourir, à 80, à Ouais. 70, à 100 ans. Et ce jour-là, on doit être en paix et se dire: «Voilà, J'ai dans bien cette vécu. incarnation, J'ai bien est-ce que vécu. voilà, est-ce que je pars en paix?» Les Chinois disent: Exactement. «Quand tu vis de telle sorte que quand tu es né, tout le monde pleurait, tout le monde riait, toi tu pleurais. Vis de telle sorte que lorsque tu pars, tout le monde pleure et toi tu ris». Et je trouve que ça, Ah, c'est très, très c'est beau. Effectivement, c'est voilà. très, très beau. Alors, quelle est votre plus grande fierté, justement, en matière d'impact sur le monde de l'énergie, Ben, aujourd'hui? c'est d'avoir osé dire: «On va aider nos clients à consommer moins». Parce que ça Bien a sûr. été, une phrase que j'ai eu beaucoup de mal à expliquer Mmh. et qui m'a amenée à un parcours entrepreneurial auquel j'étais pas préparée. Parce évidemment, Ouais, on a j'imagine. besoin de certitudes, mais ce qui fait le plus la richesse de la vie, c'est les incertitudes, tout ce qu'on ne Non, sait mais pas. c'est les questions qu'on se pose. Voilà. Et j'ai été beaucoup encouragée par. C'est marrant parce que la moitié des gens me disaient: «Mais non, attends, mais avec ton CV, mais comment tu te relances dans une start-up?» Et l'autre moitié me disait: «Mais c'est génial, vas-y». Dont quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui est aussi une belle rencontre, qui est Pierre Bellon, Mmh. qui était un patron extraordinaire, qui m'invitait à déjeuner. Et je lui disais: «Tu sais, Pierre, peut-être je vais monter ma boîte». «Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y». Voilà. Donc j'ai eu la Ouais. chance de rencontrer des personnes qui me donnent des clés. Parce qu'en fait, j'aime Mais beaucoup c'est ça votre tout au long de émission la parce vie. que c'est
La vie, il n'y a pas de changement. Il y a Non. des defining moments, des Mm. moments clés où on prend des décisions. Peut-être c'est une porte dans le couloir du destin. On l'ouvre, on l'entrouvre, on décide d'aller dans ce nouveau couloir ou pas. Et là, il y a des personnes qui, quand on prend le soin d'écouter, qu'on voit et qui ont ces clés et qui nous disent vas-y, vas-y, ouvre, et puis tu choisis. On va parler de du fait que vous soyez une femme dans un secteur historiquement masculin. Alors, quel conseil vous donneriez aux jeunes femmes qui aspirent à des carrières similaires à la vôtre? D'oublier qu'elles sont des femmes. Parce qu'on est avant tout des êtres humains. Est-ce que c'est dur d'être une femme justement dans ce milieu-là? Oui, c'est dur, parce que le monde est beaucoup plus exigeant pour une femme que pour un homme. Moi, il a fallu toute l'expérience d'économie d'énergie où on était à 50-50 à parité pour me rendre compte que j'ai passé 15 ans toute seule dans un groupe où il y avait 100, dans le top 100 où j'étais la seule femme ou à peu près. Ça va pas être Et facile. non, mais le problème, c'est qu'il a fallu que j'arrive à économie d'énergie pour me rendre compte en parité que le problème, c'était pas moi. Parce que de permanence, on se remet en question et j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais pas dû dire Mm. ça. La moindre bêtise, ça devient. En plus, elle est blonde, ah, d'accord, bon. Et en fait, je crois qu'il faut être résistant et courageux. Je regarde Oui. MeToo, moi, X fois dans ma vie, j'ai dû éviter des gens. Et c'est très compliqué parce que parfois, et souvent, là, ce sont des gens influents. Comment on Donc, fait? le conseil, c'est oublier d'être une femme. Ben, on est d'abord un être humain, Tout à avec fait. des objectifs, Tout à avec fait. une mission dans la vie. Et puis, on oublie à ces moments-là qu'on est une femme. On est cet être humain qui a des Mhm. objectifs. Mais après, on continue à être une femme, hein, parce que Mais- je ne crois pas du tout à l'idée qu'on est un homme avec une jupe. Mais voilà, on doit petit à petit imposer cette féminité. Moi, je vois dans les conseils, heureusement Mais c'est qu'on a... important, justement. Parce C'est qu'on très ne voit pas le important. monde pareil. Mais L'énergie non, pas du féminine et tout. l'énergie masculine ne fonctionnent pas pareil. Tout Je à crois qu'il faut relire les bouquins de John Gray. Les femmes viennent De Mars. de Vénus et Oui, les c'est hommes l'inverse. viennent de Mars. Il y a une superbe pièce de théâtre. J'ai amené tous mes collaborateurs à une époque. C'est trop génial. Ils disaient qu'un mec passe à l'aspirateur, il faut dire « Ah, c'est vachement bien ». Par contre, une femme, si on lui dit ça, on prend l'aspirateur sur la tête, je dis « Ah, mais ça va, t'es pas trop fatiguée, ma chérie ». Voilà. Donc, on retouche les petites choses de la vie qui nous apprennent aussi. J'ai une question sur le jour où vous avez su que vous étiez sur la bonne voie. Pouvez-vous nous partager un moment où vous avez ressenti que vos efforts avaient un impact significatif dans votre carrière? Où vous avez su que là, vous saviez où vous alliez? Ben, sur le conseil en énergie, ça a été vraiment un moment comme ça. Parce que, en fait, moi, je pense qu'il faut avoir une vie où nos pensées sont alignées avec notre vie. Tout à Sinon, fait. on est en grand écart et c'est pas possible. On peut gérer quelque temps en grand écart, mais si on n'a pas cet alignement, Ça marche pas. on n'est pas bien. Et donc, je me suis dit, mince, moi, j'adore l'énergie, mais en même temps, je veux pas polluer la planète. Je vais démissionner, mais si je démissionne, il y aura quelqu'un d'autre. C'est pas comme ça que je vais arranger les choses. Comment je peux faire pour réconcilier l'irréconciliable? Et là, arrive une idée totalement out of the box. Et là, on sait que c'est difficile de la porter. Mais là, il faut du courage, il faut la porter, la porter, la porter. Et voilà, ça fait des succès. Madame Maestroni, votre parcours illustre à quel point l'engagement, l'innovation et la vision peuvent façonner un avenir plus que durable. Merci pour ce partage d'expérience et d'inspiration. Si vous deviez retenir un jour qui symbolise votre engagement pour la transition énergétique, ça serait lequel? Ce sont nos événements parce qu'ils réunissent tout un Donc tas le de think gens. tank. Voilà, tout un tas de gens sans profit et avec des collaborateurs extraordinaires que j'ai eu la chance de fréquenter dans ma vie aussi et qui sont là pour nous. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous retrouverez nos émissions sur Bismart for Change. À très bientôt.